À l'aéroport Charles de Gaulle, sous les néons blafards du terminal 2, le sergent Jacques Moreau, un homme au regard acéré et à la moustache soigneusement taillée, brandit son autorité comme un sceptre. « Vous ne passez pas avec ce sac, madame. Contrôle fédéral uniquement. » lança-t-il d'une voix qui résonna dans la zone de sécurité, attirant les regards curieux des passagers pressés et des employés épuisés. Claire Dubois, une femme discrète d'une trentaine d'années, employée anonyme du contrôle des bagages depuis 7 ans, sentit une sueur froide lui parcourir l'échine. « Je travaille ici, sergent, répondit-elle, sa voix posée masquant une tempête intérieure. Mon scanner est en panne. Je dois pointer au terminal 2. Jacques ricana, ses yeux pétillants d'un plaisir mesquin. Les règles sont les règles, mademoiselle. Pas d'exception, même pour les petites mains comme vous. Il fit signe à un subalterne, un jeune agent nerveux nommé Paul, de lui apporter le détecteur de métaux. Claire, vêtue d'un uniforme bleu marine et élimé, serra les dents. Ce n'était pas seulement une humiliation orchestrée par un homme avide de pouvoir. Quelque chose dans son sac, quelque chose qu'elle ignorait, allait fissurer la vie qu'elle avait patiemment construite, brique par brique, au fil des années. Depuis 7 ans, Claire vivait sous une fausse identité, celle d'une employée de sécurité sans histoire, loin de son passé tumultueux d'agent étoile, membre de l'unité secrète Aigle Noir, une organisation d'élite dissoute après une mission tragique à Marseille. Elle avait appris à étouffer ses réflexes de combat, à ignorer les signaux d'alarme qui, autrefois, guidaient chacun de ses pas. Mais aujourd'hui, alors que Jacques vidait son sac usé sur la table en acier, elle sentit cet instinct revenir, comme un vieux fantôme réveillé par une bourrasque. Les pilules contre l'anxiété roulèrent bruyamment sur la surface froide, suivies d'un sandwich bon marché enveloppé dans du film plastique, d'un portefeuille en cuir râpé contenant quelques billets froissés, et de son badge d'identification, celui d'une employée ordinaire, sans passé ni avenir notable. Rien d'extraordinaire, rien qui ne méritât l'attention d'un sergent zélé comme Jacques. Pourtant, il continua, ses doigts fouillant avec une précision théâtrale, déchirant la doublure du sac comme s'il cherchait un trésor. Un bip strident déchira l'air. Jacques s'immobilisa, tenant un petit appareil, pas plus gros qu'un bouton, caché dans le tissu élimé. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-il, son ton passant de la moquerie à une gravité soudaine. Il passa le scanner à nouveau, et l'écran afficha une série de symboles cryptiques qui le firent blêmir. Claire fixa l'objet, son cœur cognant dans sa poitrine. Elle ne l'avait jamais vu. Jamais. Pourtant, il était là, niché dans son sac, comme une bombe à retardement. « Appelez le directeur Laurent, tout de suite », ordonna Jacques à Paul, qui s'éloigna précipitamment. Les autres employés, figés dans un silence tendu, observaient la scène. Sophie, la meilleure amie de Claire à l'aéroport, une femme vive d'une trentaine d'années aux cheveux bouclés et au sourire habituellement contagieux, s'approcha discrètement. « Claire, qu'est-ce qui se passe ? Ce type exagère, non ?» chuchota-t-elle, son regard oscillant entre inquiétude et indignation. Claire ne répondit pas, son esprit déjà ailleurs, plongé dans un tourbillon de questions. Qui avait placé cet appareil ? Et pourquoi maintenant ? Sophie, toujours protectrice, posa une main sur son bras, mais Claire esquissa un sourire crispé pour la rassurer. Elle n'avait pas le temps d'expliquer. Pas maintenant. La foule autour d'eux murmurait, certains passagers s'impatientaient, d'autres filmaient discrètement avec leur téléphone. Jacques, savourant l'attention, brandit l'appareil comme une preuve de sa vigilance. « Contrôle aléatoire », annonça-t-il d'une voix forte, destinée à impressionner. On ne sait jamais ce qu'on peut trouver de nos jours. Il manipula les affaires de Claire avec un mépris ostentatoire, secouant ses pilules comme s'il s'agissait de bonbons, dépliant son sandwich pour en examiner l'intérieur. C'est bien triste, un sac comme celui-ci, lança-t-il, assez fort pour que tous l'entendent. Pas de vie, pas de famille. Juste ça. Claire garda le silence, son visage impassible. Elle avait appris, au fil des années, que le silence était plus sûr que la riposte.
Mais chaque mot de Jacques réveillait une part d'elle qu'elle croyait endormie, l'agent d'étoile, celle qui avait dirigé des missions secrètes, sauvé des vies, et survécu à des trahisons. Elle observa les autres employés. Certains secouèrent la tête, agacés par l'attitude de Jacques. D'autres, comme Luc, un technicien maigrelet passionné de gadgets, semblaient plus curieux que scandalisés. Luc, qui réparait les scanners du terminal, s'approcha discrètement de la table. Cet appareil. Il est passif, murmura-t-il à Claire, ses lunettes glissant sur son nez. Il ne s'active qu'avec un signal précis. Quelqu'un savait exactement où chercher. Claire hocha imperceptiblement la tête, son esprit analysant chaque détail. Un traceur passif. Militaire. Ce n'était pas une coïncidence. Quelqu'un connaissait son passé. Quelqu'un l'avait retrouvé. Étienne Laurent, un homme d'une cinquantaine d'années aux cheveux grisonnants et à la démarche militaire, arriva quelques minutes plus tard, son costume sombre contrastant avec le chaos de l'aéroport. Il traversa la foule avec une assurance qui imposa le silence. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il reconnut Claire, bien que 7 ans aient passé depuis leur dernière rencontre. « Agent Étoile », murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Je vous croyais morte. » Claire sentit son sang se glacer. Elle n'avait pas entendu ce nom depuis des années. « Je ne suis plus l'agent Étoile », répondit-elle, sa voix ferme mais basse. « Je suis Claire Dubois, employée ici. Vérifiez mon dossier. » Étienne sortit son téléphone, passa un appel rapide, et confirma son identité civile, Claire Dubois, sans casier, sans passé notable, retraitée sous l'article 15C, une libération totale. Mais il brandit l'appareil trouvé dans son sac. Un traceur thermique de qualité militaire, dit-il, son regard perçant. Quelqu'un vous surveille depuis longtemps, Claire. Et ce n'est pas un amateur. Il fit un signe, et la zone fut évacuée. Les passagers furent redirigés, les employés écartés, laissant Claire seule avec Étienne et 2 agents fédéraux qu'elle ne reconnaissait pas. Sophie, toujours à proximité, lança un regard inquiet avant d'être poussée dehors. Luc, lui, resta en retrait, tripotant nerveusement un tournevis, comme s'il voulait comprendre la technologie de l'appareil. Étienne tendit une tablette à Claire. « Déchiré. 3 anciens agents d'Aigle Noir ont été retrouvés morts ces derniers mois, dit-il. Camille Hébergère à Lyon, Nicolas Lefebvre à Toulouse, Marianne Dubois à Marseille. Vous êtes la première encore en vie. » Les noms frappèrent Claire comme des coups de poignard. Marianne, surtout, raviva une douleur qu'elle avait tenté d'enfouir. Marseille. La mission qui avait tout changé. 7 ans plus tôt, Aigle Noir avait infiltré un réseau criminel opérant dans le port. Claire, alors agent Étoile, avait mal interprété un signal radio, pensant que l'équipe était en sécurité. Marianne, sa coéquipière et amie, avait été tuée dans une embuscade. La culpabilité avait poussé Claire à disparaître, à abandonner son identité et à se fondre dans la masse. Mais ce traceur signifiait que son passé l'avait rattrapée. « Je n'ai jamais vu cet appareil, » dit-elle, sa voix tremblante malgré elle. « Je vous crois, » répondit Étienne. La question est, qui l'a placé là, et pourquoi? Il marqua une pause, scrutant son visage. Vous devez disparaître, Claire. Encore une fois. Elle secoua la tête, une détermination nouvelle montant en elle. Oh ça. Non. Je veux savoir qui me traque. Et je veux les arrêter. Étienne soupira, comme s'il s'attendait à cette réponse. Vous n'êtes plus dans le jeu, Claire. Vous êtes une civile. Mais elle savait qu'il mentait. Une civile n'aurait pas un traceur militaire dans son sac. Une civile ne serait pas traquée par des fantômes d'une unité dissoute. Ce soir-là, Claire rentra chez elle, dans un petit appartement niché à Montmartre, où les rues pavées et les lampadaires diffusaient une lumière douce. Elle vérifia chaque recoin, les flacons de médicaments dans la salle de bain légèrement déplacés, une chaise de cuisine mal alignée,
un rideau tiré d'1 centimètre de trop. Quelqu'un était entré. Elle retint son souffle, ses réflexes d'agent reprenant le dessus. Elle glissa une main sous son lit, où elle gardait un couteau de combat, un vestige de son passé qu'elle n'avait jamais pu abandonner. Son téléphone sonna. Numéro inconnu. Elle décrocha, mais seul un silence oppressant répondit, suivi d'un clic. Quelques minutes plus tard, un message codé apparut sur un vieux portable sécurisé qu'elle conservait dans une boîte cachée. Rendez-vous au Panthéon, minuit. Cherchez la lumière. Le message était signé d'un symbole qu'elle reconnut immédiatement, celui d'Aigle Noir. Claire enfila un manteau sombre, glissa le couteau dans sa poche, et partit. Les rues de Paris, baignées par une pluie fine, semblaient conspirer contre elle, chaque ombre prenant l'apparence d'une menace. Le Panthéon, imposant et silencieux sous la lune, se dressait comme un gardien de secret. Elle contourna l'édifice, ses pas feutrés sur les pavés humides. Dans l'ombre d'une colonne, sous une plaque de marbre, elle trouva une clé et une note manuscrite. Entrepôt 13, La Villette. Antoine vous a laissé quelque chose. Antoine Dubois, son ancien commandant, mort dans un prétendu accident de voiture. Claire sentit une vague de colère et de tristesse. Antoine avait été un mentor, un père spirituel pour l'équipe. S'il avait laissé quelque chose, c'était qu'il savait que ce jour viendrait. Elle serra la clé dans sa main, son esprit déjà tourné vers l'entrepôt. Quelqu'un traquait les survivants d'Aigle Noir, et elle refusait de fuir à nouveau. Cette fois, elle se battrait. Sous la pluie battante qui s'abattait sur la Villette, Claire Dubois avançait dans l'obscurité, ses pas prudents résonnant à peine sur le sol détrempé. L'entrepôt 13, un bâtiment délabré aux murs couverts de tags, semblait abandonné depuis des décennies. Les fenêtres brisées laissaient filtrer un vent glacial, et l'odeur de rouille et d'humidité saturait l'air. Claire serra la clé trouvée au Panthéon dans sa poche, son cœur battant à l'idée de ce qu'elle allait découvrir. Antoine Dubois, son ancien commandant, lui avait laissé un message posthume, un fil d'Ariane menant à une vérité qu'elle redoutait autant qu'elle désirait. Elle força la serrure rouillée de l'entrepôt, le grincement métallique brisant le silence de la nuit parisienne. À l'intérieur, l'obscurité était presque totale, seulement percée par les rayons de lune qui se glissaient à travers les fissures du toit. Elle alluma une lampe torche, révélant un chaos de caisses éventrées, et de vieux équipements industriels. Au fond, sous une pile de palettes, elle trouva une boîte métallique scellée, gravée du symbole d'Aigle Noir, un aigle aux ailes déployées, tenant une étoile dans ses serres. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, des dossiers jaunis, un ordinateur portable verrouillé, un sac contenant des armes, des fausses cartes d'identité, et une carte de visite avec un simple numéro de téléphone. Une note manuscrite, de l'écriture nette d'Antoine, disait « Si vous lisez ceci, je suis mort. Trouvez Julien et Amélie. Arrêtez Garnier. Philippe Garnier. » Ce nom fit remonter un frisson le long de sa colonne vertébrale. Garnier, un ancien officier du renseignement français, avait travaillé avec Aigle Noir avant sa dissolution. Claire se souvenait de lui, un homme au regard perçant, toujours trop curieux, posant des questions sur leur protocole, leur tactique, leurs failles. Elle avait cru qu'il était juste ambitieux, mais maintenant, elle comprenait qu'il avait tout planifié. Elle composa le numéro sur un téléphone jetable qu'elle gardait dans son sac. Une voix enregistrée, celle d'Antoine, répondit. « Si vous entendez ce message, c'est que je ne suis plus là. Allez à Millennium Park, statue de l'Aigle, Brick Nord. Suivez les instructions à la lettre. » La voix, grave et familière, fit monter une vague d'émotion qu'elle réprima. Antoine avait anticipé sa propre mort. Il avait laissé des miettes pour qu'elle reprenne le flambeau. Claire contacta immédiatement Julien Roche, nom de code Banctois, un homme robuste qui s'était caché à Bordeaux sous l'identité d'un mécanicien automobile. « Étoile » répondit-il, sa voix rauque trahissant une incrédulité mêlée de soulagement. « Je croyais t'avoir perdu à Marseille. » Amélie Vasseur, nom de code Sam 7, installée à Nice comme restauratrice, fut plus méfiante. « Pourquoi maintenant, Claire ? 7 ans de silence, es-tu ressurgie ? » Claire expliqua tout.
Le traceur dans son sac, les morts de leurs anciens coéquipiers, et le nom de Garnier. Il vend nos méthodes, Amélie. Il traque les survivants d'Aigle Noir. Après un long silence, Amélie murmura. Retrouve-moi à Paris. On règle ça ensemble. Ils se réunirent et dans un café discret près de la Seine, le Vieux Paris, un lieu où les habitués parlaient bas et où les serveurs ne posaient pas de questions. Julien, avec ses cicatrices au visage et son regard hanté, posa une main lourde sur la table. Garnier a vendu nos protocoles à des mercenaires, des cartels, même des gouvernements corrompus. Il prépare un gros coup. Amélie, ses cheveux blonds coupés courts et teints en noir pour l'occasion, ajouta. Une conférence internationale, demain, au Palais des Congrès. Sécurité renforcée, mais compromise. J'ai entendu des rumeurs dans les cercles de Nice, des contrats juteux pour des spécialistes formés comme nous. Claire fronça les sourcils. Compromise comment? Julien sortit une tablette et afficha des schémas de sécurité piratés. Des agents infiltrés. Des explosifs placés dans les sous-sols. Des tireurs d'élite en position. Ça sent Aigle Noir, mais ce n'est pas nous. Marie, une journaliste d'investigation que Claire avait rencontrée par l'intermédiaire de Sophie, les rejoignit. Marie, la trentaine, avec ses lunettes rondes et son air déterminé, enquêtait sur Garnier depuis des mois. Il a des contacts dans les cercles politiques et militaires, expliqua-t-elle, posant sur la table des photos de Garnier en compagnie de figures douteuses, un général sud-américain, un homme d'affaires russe, un lobbyiste parisien connu pour ses liens avec le crime organisé. Il fréquente des gens qui paient cher pour des opérations clandestines. Un hacker de 20 ans recommandé par Luc, le technicien de l'aéroport, s'assit à leur côté. Avec ses cheveux ébouriffés et son sweat à capuche, il semblait à peine sorti de l'adolescence, mais ses doigts dansaient sur son clavier avec une précision redoutable. J'ai intercepté des communications cryptées de Garnier, dit-il, poussant un ordinateur portable vers Claire. Il organise une attaque pour déstabiliser la conférence. Ils veulent faire porter le chapeau à des terroristes étrangers. Les messages décodés par Pierre montrèrent des ordres précis, des explosifs dans les sous-sols, des tireurs d'élite sur les toits voisins, et une équipe de sécurité corrompue à l'intérieur. Claire sentit son sang bouillir. C'était leur signature, leur entraînement, perverti pour servir les ambitions de Garnier. Ils élaborèrent un plan dans l'urgence. Amélie prendrait position sur un immeuble en face du Palais des Congrès pour repérer et neutraliser les tireurs d'élite. Julien s'occuperait des sous-sols, où les explosifs étaient probablement cachés. Claire infiltrerait l'équipe de sécurité, utilisant une fausse identité fournie par Antoine, Élise Martin, consultante en sécurité. Mais un souvenir de Marseille ressurgit, comme une lame plantée dans sa mémoire. Lors de cette mission, 7 ans plus tôt, Claire avait dirigé une opération contre un réseau criminel dans le port. Elle avait mal interprété un signal radio, pensant que l'équipe était en sécurité. Marianne Dubois, sa coéquipière et amie proche, avait été tuée dans une embuscade. Garnier, présent lors du débriefing, avait posé des questions insistantes sur leurs erreurs, notant chaque détail. Maintenant, Claire comprenait, il avait exploité cette tragédie, utilisant ses failles pour la traquer. Elle sentit une vague de culpabilité, mais aussi une détermination nouvelle. Cette fois, elle ne laisserait personne mourir. Le lendemain, au Palais des Congrès, l'atmosphère était électrique. Des diplomates, des politiciens et des journalistes du monde entier se pressaient dans les couloirs, sous l'œil vigilant d'une sécurité renforcée. Claire, sous l'identité d'Élise Martin, passa les points de contrôle grâce à une fausse carte d'identité impeccablement forgée par Antoine. Elle repéra immédiatement 3 hommes dans l'équipe de sécurité, leurs visages correspondant aux photos fournies par Marie. Ils se déplaçaient avec une précision militaire, trop fluide pour de simples agents de sécurité. Julien, dans les sous-sols, envoya un message codé, colis trouvé. Boîtiers électriques, niveau 2. Explosifs puissants. Amélie, perchée sur un immeuble voisin, confirma, 3 tireurs d'élite en position. Angle dégagé sur la scène principale. Claire ajusta son oreillette,
un vieux modèle d'aigle noir qu'elle avait retrouvé dans l'entrepôt. « Restez en alerte », murmura-t-elle. Dans la salle de briefing, elle mémorisa les positions des gardes, les points d'entrée et les procédures d'urgence. L'agent en chef, un homme nommé Vincent, parlait de top menaces crédibles contre des participants de haut rang. Claire repéra un homme de Garnier, un certain Marc Dupont, ancien militaire radié pour trafic d'armes. Il passa un appel discret dans un coin, et Claire s'approcha assez près pour entendre « Tout est prêt pour 15 heures. Charge en place, tireur prêt. Le patron veut une confirmation. » Elle s'éloigna avant qu'il ne la remarque, son pouce accélérant. Ils avaient moins de 4 heures pour agir. Dans l'auditorium principal, elle remarqua des techniciens installer un nouveau système de sonorisation, non prévu selon le responsable du bâtiment. « Une mise à jour ?» demanda-t-elle. « Rien de prévu, madame, » répondit-il, perplexe. Claire comprit immédiatement, les explosifs étaient peut-être cachés dans l'équipement. Elle envoya les coordonnées à Julien. À 14h30, Philippe Garnier entra dans le bâtiment, élégant dans un costume gris anthracite, son assurance trahissant d'une arrogance froide. Claire le suivit à distance, traversant la foule avec une aisance qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Il se dirigea vers la zone VIP, où les délégués les plus importants prendraient place. Elle envoya un dernier message codé, étoile en position, Bong 3, désactiver les colis. Sam 7, tirer quand prête. Mais alors qu'elle s'approchait, Garnier se retourna et croisa son regard. « Vous n'êtes pas Élise Martin, » dit-il, un sourire glacial aux lèvres. « Agent étoile, je présume ?» Claire sentit son sang se figer. Il savait. Avant qu'elle ne puisse répondre, une explosion retentit dans les sous-sols, pas une attaque, mais Julien désamorçant un explosif en sécurité. Des éclairs jaillirant d'un immeuble voisin, Amélie éliminait les tireurs d'élite. Garnier saisit une radio. « Protocole Lyon, maintenant !» cria-t-il. Claire le plaqua au sol, son arme contre sa tempe. « Qu'est-ce que le protocole Lyon ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante de rage. Garnier ricana, même sous la menace. « Vous avez arrêté une attaque, étoile, mais 3 autres commencent à Lyon, Nice et Bordeaux. Vous ne pouvez pas tous nous arrêter. » Claire sentit une montée d'adrénaline, mais elle refusa de céder à la panique. Elle menotta Garnier, le confiant à un agent fédéral qui venait d'arriver, alerté par Julien. Dans la confusion, elle repensa à Marseille, à Marianne, à la façon dont Garnier avait exploité leurs erreurs. Il jouait avec elle, testant ses réactions, comme il l'avait fait 7 ans plus tôt. Mais cette fois, elle était prête. Elle activa un enregistreur caché, un réflexe d'aigle noir. Parlez, Garnier. Dites-moi tout sur le protocole Lyon. Il la fixa, ses yeux brillant d'une lueur de défi. À l'aéroport Charles de Gaulle, sous les néons blafards du terminal 2, le sergent Jacques Moreau, un homme au regard acéré et à la moustache soigneusement taillée, brandit son autorité comme un sceptre. « Vous ne passez pas avec ce sac, madame. Contrôle fédéral uniquement. » lança-t-il d'une voix qui résonna dans la zone de sécurité, attirant les regards curieux des passagers pressés et des employés épuisés. Claire Dubois, une femme discrète d'une trentaine d'années, employée anonyme du contrôle des bagages depuis 7 ans, sentit une sueur froide lui parcourir l'échine. « Je travaille ici, sergent, » répondit-elle, sa voix posée masquant une tempête intérieure. « Mon scanner est en panne. Je dois pointer au terminal 2. » Jacques ricana, ses yeux pétillants d'un plaisir mesquin. « Les règles sont les règles, mademoiselle. Pas d'exception, même pour les petites mains comme vous. » Oui, que ce chaud, oui, ojo. Il fit signe à un subalterne, un jeune agent nerveux nommé Paul, de lui apporter le détecteur de métaux. Claire, vêtue d'un uniforme bleu marine élimé, serra les dents. Ce n'était pas seulement une humiliation orchestrée par un homme avide de pouvoir. Quelque chose dans son sac, quelque chose qu'elle ignorait, allait fissurer la vie qu'elle avait patiemment construite,
brique par brique, au fil des années. Depuis 7 ans, Claire vivait sous une fausse identité, celle d'une employée de sécurité sans histoire, loin de son passé tumultueux d'agent étoile, membre de l'unité secrète Aigle Noir, une organisation d'élite dissoute après une mission tragique à Marseille. Elle avait appris à étouffer ses réflexes de combat, à ignorer les signaux d'alarme qui, autrefois, guidaient chacun de ses pas. Mais aujourd'hui, alors que Jacques vidait son sac usé sur la table en acier, elle sentit cet instinct revenir, comme un vieux fantôme réveillé par une bourrasque. Les pilules contre l'anxiété roulèrent bruyamment sur la surface froide, suivies d'un sandwich bon marché enveloppé dans du film plastique, d'un portefeuille en cuir râpé contenant quelques billets froissés, et de son badge d'identification, celui d'une employée ordinaire, sans passé ni avenir notable. Rien d'extraordinaire, rien qui ne méritât l'attention d'un sergent zélé comme Jacques. Pourtant, il continua, ses doigts fouillant avec une précision théâtrale, déchirant la doublure du sac comme s'il cherchait un trésor. Un bip strident déchira l'air. Jacques s'immobilisa, tenant un petit appareil, pas plus gros qu'un bouton, caché dans le tissu élimé. « Qu'est-ce que c'est que ça » murmura-t-il, son ton passant de la moquerie à une gravité soudaine. Il passa le scanner à nouveau, et l'écran afficha une série de symboles cryptiques qui le firent blêmir. Claire fixa l'objet, son cœur cognant dans sa poitrine. Elle ne l'avait jamais vu. Jamais. Pourtant, il était là, niché dans son sac, comme une bombe à retardement. « Appelez le directeur Laurent, tout de suite », ordonna Jacques à Paul, qui s'éloigna précipitamment. Les autres employés, figés dans un silence tendu, observaient la scène. Sophie, la meilleure amie de Claire à l'aéroport, une femme vive d'une trentaine d'années aux cheveux bouclés et au sourire habituellement contagieux, s'approcha discrètement. « Claire, qu'est-ce qui se passe ? Ce type exagère, non ?» chuchota-t-elle, son regard oscillant entre inquiétude et indignation. Claire ne répondit pas, son esprit déjà ailleurs, plongé dans un tourbillon de questions. Qui avait placé cet appareil ? Et pourquoi maintenant ? Sophie, toujours protectrice, posa une main sur son bras, mais Claire esquissa un sourire crispé pour la rassurer. Elle n'avait pas le temps d'expliquer. Pas maintenant. La foule autour d'eux murmurait, certains passagers s'impatientaient, d'autres filmèrent discrètement avec leur téléphone. Jacques, savourant l'attention, brandit l'appareil comme une preuve de sa vigilance. Contrôle aléatoire, annonça-t-il d'une voix forte, destinée à impressionner. On ne sait jamais ce qu'on peut trouver de nos jours. Il manipula les affaires de Claire avec un mépris ostentatoire, secouant ses pilules comme s'il s'agissait de bonbons, dépliant son sandwich pour en examiner l'intérieur. C'est bien triste, un sac comme celui-ci, lança-t-il, assez fort pour que tous l'entendent. Pas de vie, pas de famille. Juste, ça. Claire garda le silence, son visage impassible. Elle avait appris, au fil des années, que le silence était plus sûr que la riposte. Mais chaque mot de Jacques réveillait une part d'elle qu'elle croyait endormie, l'agent étoile, celle qui avait dirigé des missions secrètes, sauvé des vies, et survécu à des trahisons. Elle observa les autres employés. Certains secouaient la tête, agacés par l'attitude de Jacques. D'autres, comme Luc, un technicien maigrelet passionné de gadgets, semblaient le plus curieux que scandalisé. Luc, qui réparait les scanners du terminal, s'approcha discrètement de la table. Cet appareil. Il est passif, murmura-t-il à Claire, ses lunettes glissant sur son nez. Il ne s'active qu'avec un signal précis. Quelqu'un savait exactement où chercher. Claire hocha imperceptiblement la tête, son esprit analysant chaque détail. Un traceur passif. Militaire. Ce n'était pas une coïncidence. Quelqu'un connaissait son passé. Quelqu'un l'avait retrouvé. Étienne Laurent, un homme d'une cinquantaine d'années aux cheveux grisonnants et à la démarche militaire, arriva quelques minutes plus tard, son costume sombre contrastant avec le chaos de l'aéroport. Il traversa la foule avec une assurance qui imposa le silence.
Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il reconnut Claire, bien que 7 ans aient passé depuis leur dernière rencontre. « Agent Étoile » murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Je vous croyais morte. » Claire sentit son sang se glacer. Elle n'avait pas entendu ce nom depuis des années. « Je ne suis plus l'agent Étoile, » répondit-elle, sa voix ferme mais basse. « Je suis Claire Dubois, employée ici. Vérifiez mon dossier. » Étienne sortit son téléphone, passa un appel rapide, et confirma son identité civile, Claire Dubois, sans casier, sans passé notable, retraitée sous l'article 15C, une libération totale. Mais il brandit l'appareil trouvé dans son sac. « Un traceur thermique de qualité militaire, » dit-il, son regard perçant. « Quelqu'un vous surveille depuis longtemps, Claire. Et ce n'est pas un amateur. » Il fit un signe, et la zone fut évacuée. Les passagers furent redirigés, les employés écartés, laissant Claire seule avec Étienne et 2 agents fédéraux qu'elle ne reconnaissait pas. Sophie, toujours à proximité, lança un regard inquiet avant d'être poussée dehors. Luc, lui, resta en retrait, tripotant nerveusement un tournevis, comme s'il voulait comprendre la technologie de l'appareil. Étienne tendit une tablette à Claire. « 3 anciens agents d'Aigle Noir ont été retrouvés morts ces derniers mois. » dit-il. Camille Berger à Lyon. Nicolas Lefebvre à Toulouse, Marianne Dubois à Marseille. Vous êtes la première encore en vie. Les noms frappèrent Claire comme des coups de poignard. Marianne, surtout, raviva une douleur qu'elle avait tenté d'enfouir. Marseille. La mission qui avait tout changé. 7 ans plus tôt, Aigle Noir avait infiltré un réseau criminel opérant dans le port. Claire, alors agent Étoile, avait mal interprété un signal radio, pensant que l'équipe était en sécurité. Marianne, sa coéquipière et amie, avait été tuée dans une embuscade. La culpabilité avait poussé Claire à disparaître, à abandonner son identité et à se fondre dans la masse. Mais ce traceur signifiait que son passé l'avait rattrapée. « Je n'ai jamais vu cet appareil, » dit-elle, sa voix tremblante malgré elle. « Je vous crois, » répondit Étienne. La question est, qui l'a placé là, et pourquoi? Il marqua une pause, scrutant son visage. « Vous devez disparaître, Claire. » Encore une fois. Elle secoua la tête, une détermination nouvelle montant en elle. « Non. Je veux savoir qui me traque. Et je veux les arrêter. » Étienne soupira, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Vous n'êtes plus dans le jeu, Claire. Vous êtes une civile. » Mais elle savait qu'il mentait. Une civile n'aurait pas un traceur militaire dans son sac. Une civile ne serait pas traquée par des fantômes d'une unité dissoute. Ce soir-là, Claire rentra chez elle, dans un petit appartement niché à Montmartre, où les rues pavées et les lampadaires diffusaient une lumière douce. Elle vérifia chaque recoin, les flacons de médicaments dans la salle de bain légèrement déplacés, une chaise de cuisine mal alignée, un rideau tiré d'1 centimètre de trop. Quelqu'un était entré. Elle retint son souffle, ses réflexes d'agent reprenant le dessus. Elle glissa une main sous son lit, où elle gardait un couteau de combat, un vestige de son passé qu'elle n'avait jamais pu abandonner. Son téléphone sonna. Numéro inconnu. Elle décrocha, mais seul un silence oppressant répondit, suivi d'un clic. Quelques minutes plus tard, un message codé apparut sur un vieux portable sécurisé qu'elle conservait dans une boîte cachée. Rendez-vous au Panthéon, minuit. Cherchez la lumière. Le message était signé d'un symbole qu'elle reconnut immédiatement, celui d'Aigle Noir. Claire enfila un manteau sombre, glissa le couteau dans sa poche, et partit. Les rues de Paris, baignées par une pluie fine, semblaient de conspirer contre elle, chaque ombre prenant l'apparence d'une menace. Le Panthéon, imposant et silencieux sous la lune, se dressait comme un gardien de secret. Elle contourna l'édifice, ses pas feutrés sur les pavés humides. Dans l'ombre d'une colonne, sous une plaque de marbre,
elle trouva une clé et une note manuscrite, entrepôt 13, La Villette. Antoine vous a laissé quelque chose. Antoine Dubois, son ancien commandant, mort dans un prétendu accident de voiture. Claire sentit une vague de colère et de tristesse. Antoine avait été un mentor, un père spirituel pour l'équipe. S'il avait laissé quelque chose, c'était qu'il savait que ce jour viendrait. Elle serra la clé dans sa main, son esprit déjà tourné vers l'entrepôt. Quelqu'un traquait les survivants d'Aigle Noir, et elle refusait de fuir à nouveau. Cette fois, elle se battrait. Sous la pluie battante qui s'abattait sur la Villette, Claire Dubois avançait dans l'obscurité, ses pas prudents résonnant à peine sur le sol détrempé. L'entrepôt 13, un bâtiment délabré aux murs couverts de tags, semblait abandonné depuis des décennies. Les fenêtres brisées laissaient filtrer un vent glacial, et l'odeur de rouille et d'humidité saturait l'air. Claire serra la clé trouvée au Panthéon dans sa poche, son cœur battant à l'idée de ce qu'elle allait découvrir. Antoine Dubois, son ancien commandant, lui avait laissé un message posthume, un fil d'Ariane menant à une vérité qu'elle redoutait autant qu'elle désirait. Elle força la serrure rouillée de l'entrepôt, le grincement métallique brisant le silence de la nuit parisienne. À l'intérieur, l'obscurité était presque totale, seulement percée par les rayons de lune qui se glissaient à travers les fissures du toit. Elle alluma une lampe torche, révélant d'un chaos de caisses éventrées, et de vieux équipements industriels. Au fond, sous une pile de palettes, elle trouva une boîte métallique scellée, gravée du symbole d'Aigle Noir, un aigle aux ailes déployées, tenant une étoile dans ses serres. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, des dossiers jaunis, un ordinateur portable verrouillé, un sac contenant des armes, des fausses cartes d'identité, et une carte de visite avec un simple numéro de téléphone. Une note manuscrite, de l'écriture nette d'Antoine, disait « Si vous lisez ceci, je suis mort. Trouvez Julien et Amélie. Arrêtez Garnier. Philippe Garnier. » Ce nom fit remonter un frisson le long de sa colonne vertébrale. Garnier, un ancien officier du renseignement français, avait travaillé avec Aigle Noir avant sa dissolution. Claire se souvenait de lui, un homme en regard perçant, toujours trop curieux, posant des questions sur leurs protocoles, leurs tactiques, leurs failles. Elle avait cru qu'il était juste ambitieux, mais maintenant, elle comprenait qu'il avait tout planifié. Elle composa le numéro sur un téléphone jetable qu'elle gardait dans son sac. Une voix enregistrée, celle d'Antoine, répondit. « Si vous entendez ce message, c'est que je ne suis plus là. Allez à Millennium Park, statue de l'Aigle, Brique Nord. Suivez les instructions à la lettre. » La voix, grave et familière, fit monter une vague d'émotion qu'elle réprima. Antoine avait anticipé sa propre mort. Il avait laissé des miettes pour qu'elle reprenne le flambeau. Claire contacta immédiatement Julien Roche, nom de code Bong 3, un homme robuste qui s'était caché à Bordeaux sous l'identité d'un mécanicien automobile. « Coco. Étoile ?» répondit-il, sa voix rauque trahissant d'une incrédulité mêlée de soulagement. « Je croyais t'avoir perdu à Marseille. » Amélie Vasseur, nom de code Sam 7, installée à Nice comme restauratrice, fut plus méfiante. « Pourquoi maintenant, Claire ? Ces temps de silence, es-tu ressurgie ? » Claire expliqua tout. Le traceur dans son sac, les morts de leurs anciens coéquipiers, et le nom de Garnier. Il vend nos méthodes, Amélie. Il traque les survivants d'Aigle Noir. Après un long silence, Amélie murmura. Retrouve-moi à Paris. On règle ça ensemble. Ils se réunirent dans un café discret près de la Seine, le Vieux Paris, un lieu où les habitués parlaient, bas et où les serveurs ne posaient pas de questions. Julien, avec ses cicatrices au visage et son regard hanté, posa une main lourde sur la table. Garnier a vendu nos protocoles à des mercenaires, des cartels, même des gouvernements corrompus. Il prépare un gros coup. Amélie, ses cheveux blonds coupés courts et teints en noir pour l'occasion, ajouta. Une conférence internationale, demain, au Palais des Congrès. Sécurité renforcée, mais compromise. J'ai entendu des rumeurs dans les cercles de Nice, des contrats juteux pour des spécialistes formés comme nous.
Claire fronça les sourcils. Compromise comment? Julien sortit une tablette et s'afficha des schémas de sécurité piratés. Oui, des agents infiltrés. Des explosifs placés dans les sous-sols. Des tireurs d'élite en position. Ça sent aigle noir, mais ce n'est pas nous. Marie, une journaliste d'investigation que Claire avait rencontrée par l'intermédiaire de Sophie, les rejoignit. Marie, la trentaine, avec ses lunettes rondes et son air déterminé, enquêtait sur Garnier depuis des mois. Il a des contacts dans les cercles politiques et militaires, expliqua-t-elle, posant sur la table des photos de Garnier en compagnie de figures douteuses, un général sud-américain, un homme d'affaires russe, un lobbyiste parisien connu pour ses liens avec le crime organisé. Il fréquente des gens qui paient cher pour des opérations clandestines. Pierre, un hacker de 20 ans recommandé par Luc, le technicien de l'aéroport, s'assit à leur côté. Avec ses cheveux ébouriffés et son sweat à capuche, il semblait à peine sorti de l'adolescence, mais ses doigts dansaient sur son clavier avec une précision redoutable. J'ai intercepté des communications cryptées de Garnier, dit-il, poussant un ordinateur portable vers Claire. Il organise une attaque pour déstabiliser la conférence. Ils veulent te faire porter le chapeau à des terroristes étrangers. Les messages décodés par Pierre montraient des ordres précis. Des explosifs dans les sous-sols, des tireurs d'élite sur les toits voisins, et une équipe de sécurité corrompue à l'intérieur. Claire sentit son sang bouillir. C'était leur signature, leur entraînement, perverti pour servir les ambitions de Garnier. Ils élaborèrent un plan dans l'urgence. Amélie prendrait position sur un immeuble en face du Palais des Congrès pour repérer et neutraliser les tireurs d'élite. Julien s'occuperait des sous-sols, où les explosifs s'étaient probablement cachés. Claire infiltrerait l'équipe de sécurité, utilisant une fausse identité fournie par Antoine, Élise Martin, consultante en sécurité. Mais un souvenir de Marseille ressurgit, comme une lame plantée dans sa mémoire. Lors de cette mission, 7 ans plus tôt, Claire avait dirigé une opération contre un réseau criminel dans le port. Elle avait mal interprété un signal radio, pensant que l'équipe était en sécurité. Marianne Dubois, sa coéquipière et amie proche, avait été tuée dans une embuscade. Garnier, présent lors du débriefing, avait posé des questions insistantes sur leurs erreurs, notant chaque détail. Maintenant, Claire comprenait, il avait exploité cette tragédie, utilisant ses failles pour la traquer. Elle sentit une vague de culpabilité, mais aussi une détermination nouvelle. Cette fois, elle ne laisserait personne mourir. Le lendemain, au Palais des Congrès, l'atmosphère était électrique. Des diplomates, des politiciens et des journalistes du monde entier se pressaient dans les couloirs, sous l'œil vigilant d'une sécurité renforcée. Claire, sous l'identité d'Élise Martin, passa les points de contrôle grâce à une fausse carte d'identité impeccablement forgée par Antoine. Elle repéra immédiatement 3 hommes dans l'équipe de sécurité, leurs visages correspondant aux photos fournies par Marie. Ils se déplaçaient avec une précision militaire, trop fluide pour de simples agents de sécurité. Julien, dans les sous-sols, envoya un message codé. Colis trouvé. Boîtiers électriques, niveau 2. Explosif puissant. Amélie, perchée sur un immeuble voisin, confirma. 3 tireurs d'élite en position. Angle dégagé sur la scène principale. Claire ajusta son oreillette, un vieux modèle d'aigle noir qu'elle avait retrouvé dans l'entrepôt. Restez en alerte, murmura-t-elle. Dans la salle de briefing, elle mémorisa les positions des gardes, les points d'entrée, et les procédures d'urgence. L'agent en chef, un homme nommé Vincent, parlait de possibles menaces crédibles, contre des participants de haut rang. Claire repéra un homme de Garnier, un certain Marc Dupont, ancien militaire radié pour trafic d'armes. Il passa un appel discret dans un coin, et Claire s'approcha assez près pour entendre. Tout est prêt pour 15 heures. Charges en place, tireurs prêts. Le patron veut une confirmation. Elle s'éloigna avant qu'il ne la remarque, son pouce accélérant. Ils avaient moins de 4 heures pour agir. Dans l'auditorium principal, elle remarqua des techniciens installer un nouveau système de sonorisation, non prévu selon le responsable du bâtiment. Une mise à jour ?
demanda-t-elle. Rien de prévu, madame, répondit-il, perplexe. Claire comprit immédiatement, les explosifs étaient peut-être cachés dans l'équipement. Elle envoya les coordonnées à Julien. À 14h30, Philippe Garnier entra dans le bâtiment, élégant dans un costume gris anthracite, son assurance trahissant une arrogance froide. Claire le suivit à distance, traversant la foule avec une aisance qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Il se dirigea vers la zone VIP, où les délégués les plus importants prendraient place. Elle envoya un dernier message codé, étoile en position. Bong-toi, désactivez les colis. Sam 7, tirez quand prête. Mais alors qu'elle s'approchait, Garnier se retourna et croisa son regard. Vous n'êtes pas Élise Martin, dit-il, un sourire glacial aux lèvres. Agent étoile, je présume? Claire sentit son sang se figer. Il savait. Avant qu'elle ne puisse répondre, une explosion retentit dans les sous-sols, pas une attaque, mais Julien désamorçant un explosif en sécurité. Des éclairs jaillirent d'un immeuble voisin, Amélie éliminait les tireurs d'élite. Garnier saisit une radio. Protocole Lyon, maintenant. Cria-t-il. Claire le plaqua au sol, son arme contre sa tempe. Qu'est-ce que c'est que le protocole Lyon? Demanda-t-elle, sa voix tremblante de rage. Garnier ricana, même sous la menace. Vous avez arrêté une attaque, étoile, mais 3 autres commencent à Lyon, Nice et Bordeaux. Vous ne pouvez pas tous nous arrêter. Claire sentit une montée d'adrénaline, mais elle refusa de céder à la panique. Elle menotta Garnier, le confiant à un agent fédéral qui venait d'arriver, alerté par Julien. Dans la confusion, elle repensa à Marseille, à Marianne, à la façon dont Garnier avait exploité leurs erreurs. Il jouait avec elle, testant ses réactions, comme il l'avait fait 7 ans plus tôt. Mais cette fois, elle était prête. Elle activa un enregistreur caché, un réflexe d'aigle noir. Parlez, Garnier. Dites-moi tout sur le protocole Lyon. Il la fixa, ses yeux brillants d'une lueur de défi.